pour m'accompagner ce matin, j'ai le plaisir d'avoir François Faure. Je vais commencer par vous, François, parce que vous êtes agent général AXA Prévoyance et Patrimoine dans le sud de la France. Et vous êtes aussi notre référent sur la finance verte au sein de la commission assurance de personnes à la Fédération. Bonjour François, merci d'être là. Bonjour Aurélie. Et on est aussi accompagné de Grégoire Coustet, qui est directeur général du Forum pour l'investissement responsable. Alors autant les missions de François sont très claires pour nos agents, autant Grégoire, sur la partie Forum pour l'investissement responsable, je ne suis pas sûre que nos confrères agents sachent vraiment de quoi il s'agit. Donc si vous pouvez nous en dire 2 mots avant de commencer ce stage. Avec plaisir, bonjour, merci beaucoup de cette invitation. Oui, donc le Forum pour l'investissement responsable, c'est une association de loi 1901 qui a quelques caractéristiques. D'abord, c'est un objet social unique. Nous ne faisons que la promotion de l'investissement responsable. Deuxième caractéristique, nous sommes multiparties prenantes. Nous avons bien sûr beaucoup d'acteurs de la communauté financière parmi nos membres. Je pense en particulier à des investisseurs institutionnels, des gérants d'actifs, ce qu'on appelle vulgairement des providers, c'est-à-dire tous ceux qui nous aident, qui aident les investisseurs à fabriquer les produits responsables, c'est-à-dire des agences de notation, des consultants, des business schools par exemple. Et puis on est ouvert à la société civile avec donc des ONG, des syndicats, et puis également quelques personnalités qualifiées qui sont essentiellement maintenant des chercheurs, des académiques qui sont dans le 5e collège. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait du plaidoyer auprès des pouvoirs publics sur la finance durable, on soutient la recherche académique en finance et développement durable dans un univers européen assez large. On organise aussi la semaine de la finance responsable à l'automne pour les épargnants. Donc là, l'idée, c'est de faire une caisse de résonance sur ces sujets à ce moment-là. Et puis, on fait aussi une activité qui se développe beaucoup chez nous, du dialogue et de l'engagement actionnarial avec les grandes entreprises françaises, notamment le CAC 40, le SBF 120. Et donc, on va dialoguer avec eux, leur poser des questions sur des questions environnementales, des questions sociales, des questions de gouvernance, pour faire un petit panorama de nos activités. Ok, merci. Alors, aujourd'hui, on constate que l'épargne prend de plus en plus d'ampleur, notamment chez les agents, mais pas que. Les chiffres sont très bons. Les derniers chiffres de France Assureur montrent encore une croissance ces derniers mois. François, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'épargne et les agents? Vous en faites beaucoup avec le réseau, mais est-ce que vous pouvez nous donner 2-3 indicateurs sur ce marché-là? L'épargne et les agents et l'épargne et la finance durable. Alors, la question de l'épargne et de la finance durable de ce marché-là, moi, chaque fois qu'on me la pose, pour parler comme Ségolène Royal, ça me laisse dans une grande perplexitude. Voilà. Je m'explique. Chaque fois que l'on aborde le thème de la finance durable, on ouvre la boîte à malice et il en résulte un feu d'artifice de questions. Alors, les questions, c'est très bien. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que les questions suscitent plus d'objections que de réponses, même si je crois que Romain Gary disait que la réponse, c'est le malheur de la question. Il faut quand même qu'on s'en sorte par quelque chose de construit et de cohérent. J'ai le sentiment que l'on manque de paradigme, et notamment chez nous, les agents, dans la distribution, pour bien comprendre le lien entre l'épargne, la finance et la question de la durabilité. Parce qu'on peut l'aborder sous plein d'aspects, mais on n'arrive pas à saisir ce qui est le fond, ce qui est assez dur. Et la première chose qui me vient à l'esprit, moi, c'est pourquoi nous, agents généraux, sommes-nous dans une activité réglementée. Notre statut est réglementé par l'article de mémoire L511 alinéa 1 du Code des assurances. Et puis on a affaire à plein d'autres réglementations. MIF 2, les compagnies sont contraintes par solvabilité 2. Il y a les normes UCITS pour les OPCVM. Nous sommes contrôlés par l'AMF et par la CPR. Donc tout ça constitue un corpus réglementaire très fort. Et la raison de l'existence de ce corpus, à mon avis, elle ne réside pas ailleurs que dans le fait que l'épargne, c'est une activité économique d'intérêt général, avant d'être une activité privée. Donc ça, c'est le premier point, c'est la question de l'intérêt général. La deuxième chose, deuxième point d'entrée dans cette affaire-là, c'est un point d'entrée de la science économique, c'est la monnaie, la question de la monnaie.
La monnaie, c'est fondamental dans la cohésion du corps social. C'est ce qui permet de tenir ensemble la Suisse, la Confédération suisse depuis des années, des siècles. C'est ce qui permet aussi de tenir ensemble l'Europe, parce que finalement, qu'y a-t-il de commun entre un Finlandais et puis un Portugais, entre un Polonais et puis un Espagnol? Pas grand-chose. Très souvent, les religions sont différentes, les langues sont différentes, les histoires sont différentes. Et finalement, tout le monde peut se rassembler autour de la monnaie. Et la monnaie crée la confiance si elle est très stable. Et si on se souvient bien, la monnaie, c'est trois choses. C'est un moyen de paiement, une unité de compte et une réserve de valeur. Et c'est la question de la réserve de valeur dans la monnaie qui fonde la question de la finance et très certainement la question de la finance durable. D'ailleurs, à ce titre, le Bitcoin, ce n'est pas du tout une monnaie. Si on veut que les épargnants aient confiance dans la monnaie, il faut que la réserve de valeur soit stable dans le temps, qu'elle soit pérenne. Pour qu'elle soit stable, qu'elle soit pérenne, il faut qu'elle soit en accord avec l'économie vécue, l'économie réelle. Et à partir de ce moment-là, il faut que les investissements que l'on fait à travers son épargne soient des investissements qui soient ceux du monde de demain, qui ouvrent des opportunités de croissance et pas les investissements dans le monde d'hier qui augmenter le CO2, augmenter la part des pesticides dans la nature, qui avaient des entreprises avec des gouvernances beaucoup moins réglementées. Donc, la durabilité, elle prend en compte ces choses-là et la stabilité de la monnaie derrière, la réserve de valeur, parce que c'est la question de la réserve de la valeur, prend en compte ces choses-là. D'ailleurs, les investisseurs institutionnels ne s'y trompent pas, puisque très largement, pour maintenir la valeur de leurs investissements, ils s'orientent vers la finance durable. Lorsqu'on s'adresse à un client qui a 30 ans ou 40 ans qui veut épargner pour sa retraite, en fait, on l'embarque sur 25 ans, 30 ans. Il ne faut pas que son épargne perde de la valeur. Donc là, il faut être rationnel, bien lucide, conscient et l'emmener vers des valeurs pérennes. Et c'est ça, je crois, qui constitue le socle stable de la démarche vers la finance responsable, le fait que nous avons pour mission d'être les gardiens de la valeur de l'épargne de nos clients. Et être les gardiens de la valeur de l'épargne de nos clients, c'est nous engager dans la question de la durabilité. Et en faisant ça, je crois que, premièrement, on remplit une mission d'intérêt général, qui est fondamentalement la nôtre. On répond à la demande de nos clients, qui est d'accroître la valeur de leur épargne dans le temps. Et puis, en leur expliquant bien ce qu'est la finance durable, on leur permet de comprendre l'encastrement de la finance dans l'économie réelle. Et on donne une cohérence à tout ça. Et en fait, en donnant une cohérence, ça rassure nos clients. Et peut-être même que dans une période très troublée, voire disloquée comme aujourd'hui, on leur donne un peu d'espoir en leur disant, tiens, à cet endroit-là, dans la vie économique, il y a un endroit où on peut être cohérent et ancrer la question de l'argent, de l'épargne, du long terme, dans le réel, dans la vie de tous les jours. Et en leur donnant de l'espoir, on a gagné aussi leur confiance et on a fait un petit pas en avant. Merci. Alors, François, tu dis, moi je vais y aller. Non, non, mais alors, moi, en vous entendant, je pense souvent à ça. Aujourd'hui, on voit beaucoup de réseaux qui font de l'épargne. Les compagnies poussent beaucoup sur de la gestion pilotée et autres. Est-ce que du coup, cette finance durable s'intègre aujourd'hui dans les gestions pilotées? Elles sont prises en compte ou pas du tout? D'abord, ça dépend des compagnies. Oui, bien sûr. Bon, majoritairement, oui. Oui. Majoritairement, oui. Après, chaque compagnie fait sa cuisine. Et il y a derrière votre question la question de MIF2. Ouais. Que tu ne veux pas aborder tout de suite. On peut aborder tout de suite. Si vous voulez. Allez-y. MIF2 a le mérite d'exister, parce que ça fait prendre ça peut faire prendre conscience à tous les intermédiaires de l'épargne qu'il y a des questions que la finance, ce n'est pas que le rendement, que la finance a d'autres composantes,
C'est un peu ce que l'on peut appeler une responsabilité fiduciaire élargie derrière. Le problème de MIF 2, c'est que c'est une approche techno et que dans le contact avec le client, dérouler un questionnaire qui amène aux réponses de MIF 2, en route, on va perdre le client, on va perdre la communication, peut-être même qu'on ne va pas arriver du tout à vendre. Or, en fait, il n'y a que lorsque l'on a vendu que le service est rendu. Donc, c'est franchement une approche techno. Faut pas elle a juste le mérite d'exister. Après, ce qui est très important, c'est l'état d'esprit dans lequel est l'agent général à l'égard de la finance durable. En fait, c'est la question de la conversion de nos états d'esprit vers la finance durable, plus que la question de l'application, comment dire, tatillonne d'une directive. Et bon, au bout du chemin, il y a, en fait, MIF 2, c'est fait surtout pour la gestion libre, pour orienter pour faire des propositions de fonds en gestion libre. Dès lors que l'on a deux côtés de la gestion pilotée, on essaie souvent de faire rentrer un carré dans un rond parce qu'il y a la proposition, il y a la construction de la compagnie, il y a la demande du client, ça marche pas, ça marche moins bien. Donc tout ça, c'est en cours d'évolution. Voilà. Alors, Grégoire, est-ce que vous pouvez rajouter quelque chose sur la partie finance durable, au sens plus large peut-être que celle des agents généraux? Il y a une question de définition, là, parce que depuis tout à l'heure, on manipule des termes qui sont en fait assez similaires, mais qui sont une grande famille, qui est celui de la finance responsable. On parle de finance verte, on parle de finance durable. On n'a pas évoqué le terme de solidaire, mais il existe aussi, c'est aussi une autre approche. C'est sûr, ces concepts, grosso modo, ils correspondent à l'idée qu'on va intégrer des dimensions sociétales dans l'investissement. C'est-à-dire pas se contenter de regarder le retour sur investissement, mais regarder effectivement la pérennité des entreprises sous ces prismes-là. Et parfois avec une quête d'impact, d'avoir un impact social ou un impact environnemental, en particulier avec la finance solidaire historiquement et maintenant avec des fonds qui sont en train de se développer. Donc il y a cette question de la définition. Grosso modo, tout ça appartient à une même famille de finances responsables et qui s'organise après autour de textes réglementaires, notamment des textes réglementaires européens qui vont permettre de cadrer un certain nombre de ces éléments. Et puis aussi avec des efforts qui ont été faits pour clarifier l'offre auprès du grand public, notamment au travers des labels. Il y a plein de choses qui sont développées. On y reviendra tout à l'heure sur les labels. Là, on avait mis quelques petites définitions que voient nos collègues. Est-ce que vous pouvez un peu nous détailler si ça vous va? Oui, bien sûr. Alors, bon, finance verte, c'est relativement simple. Alors, on a une définition qui est un peu techno, là encore, mais grosso modo, c'est une finance qui s'intéresse là au pilier environnemental en particulier, notamment à la transition écologique. Donc, c'est celle-là qu'on va appeler la finance verte. Là, réellement, c'est celle-là. On va utiliser ce vocable de manière plus large, mais théoriquement, on devrait se concentrer sur le pilier environnemental. La finance solidaire, alors là, on est plutôt sur le pilier S. Donc, c'est une question de solidarité. Donc, on va plutôt investir dans des sujets sociaux, notamment dans les gens qui ont des difficultés pour se loger, comment est-ce qu'on peut les accompagner. Et ça se fait souvent dans le cadre de ce qu'on appelle des fonds 90-10, qui sont 90% généralement sur les marchés financiers et une poche de 10%, qui est entre 5 et 10 plus réellement, vers des projets qui, eux, ont vraiment un impact social. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la finance solidaire, qu'on voit régulièrement, qui peut être labellisée, etc. Et la finance responsable, donc c'est plus large, hein, c'est ce que je dis, c'est l'intégration de ces dimensions environnementales, sociales et de bonne gouvernance comme un critère de sélection dans le cadre des fonds, parce qu'on considère que, par exemple, dans la gouvernance, même si ce n'est pas un impact en tant que tel, on ne vise pas d'impact environnemental ou d'impact social, enfin, dans la gouvernance, on ne va pas gérer le même type d'impact, mais au moins, c'est un moyen pour atteindre ces impacts et vérifier que les entreprises dans lesquelles on est investi sont de bonne qualité, n'ont pas de problème de risque de gouvernance et de risque d'accident. Si on devait en prendre un en particulier, vous avez eu un problème de gouvernance chez Volkswagen il y a quelques années qui a poussé à une tricherie sur les émissions pour gagner des parts de marché. Cette gouvernance mal équilibrée, elle a mené à la chute du cours à l'époque et à un accident. Donc, c'est en ça que la gouvernance est intéressante à être regardée. Donc, la finance responsable, grosso modo, on parle souvent du triptyque ESG, environnemental, social, bonne gouvernance. C'est ce qui pilote, grosso modo, la finance responsable aujourd'hui en termes de critériologie. Voilà. Et si on parle des épargnants, est-ce que vous voyez aujourd'hui vers quoi ils sont plus sensibles? Enfin, qu'est-ce qui les attire plus ou qui les convainc plus, en tous les cas? Oui, j'ai un petit truc à dire. Je m'adresse à vous deux, hein, j'ai un petit truc à dire. En fait, nous, les agents généraux, on fait souvent la confusion
entre un marché d'offres et un marché de demande. C'est clair, moi, ça fait 30 ans que je suis agent général. Mon activité, c'est la prévoyance et l'épargne. J'ai très, très rarement vu des clients venir vers moi et me dire Monsieur Faure, je voudrais un fonds d'investissement socialement responsable. Au mieux, on me dit ah, je suis très écolo, mais ça ne va pas plus loin, ou alors je ne veux pas Total. Mais ça, c'est quand même très, très rare. Les gens ne comprennent rien. Ils n'ont pas de demande. Il n'y a rien. Et en fait, on est dans un marché réglementé et on est dans un marché d'offres. Donc, c'est à nous, agents généraux, de porter l'offre vers nos clients et de leur expliquer qu'avec une offre d'investissement socialement responsable, non seulement ils ne gagneront pas moins qu'avec une offre non responsable, mais que leur épargne va avoir une valeur qui va s'accroître. En fait, on est juste les gardiens de la valeur de l'épargne de nos clients. Pour savoir comment est-ce que c'est perçu par les Français, alors, on a lancé donc la semaine de la finance responsable que j'évoquais tout à l'heure, il y a plus de 10 ans maintenant, et on mesure chaque année avec un sondage leur appétence et la connaissance finalement de l'investissement responsable. On se rend compte d'année en année que ça reste un sujet peu connu. Alors, on est resté souvent sous 10% de notoriété, enfin de Français qui déclarent connaître l'investissement responsable. On est plutôt autour de 20% maintenant quand on est un peu finance solidaire, etc. C'est plutôt bien, ça monte. Ouais. Bon, ça reste encore très loin. On aimerait bien que ce soit comme, je sais pas moi, les labels bio et que ça atteigne des notoriétés de 90%. À un moment, il faudrait que les gens soient conscients qu'il y a aussi dans l'épargne cette capacité à faire des choix de durabilité. Bon, peu connu. En revanche, quand on les interroge sur est-ce qu'ils pensent que c'est important effectivement d'intégrer ces dimensions dans leur décision d'épargne, là, on est toujours au-dessus de 50%. Il y a une prise de conscience qui se fait, mais… Une appétence en tout cas. Ça, on voit cette appétence. Après, on a aussi essayé de mesurer quels sont les sujets qui les intéressent le plus. Alors là, j'ai mis la slide de cette année sous les yeux, enfin, du dernier sondage, pour voir les sujets qui les intéressent principalement. Et le sujet qui arrive en tête, on leur pose des questions sur l'environnement, le social, la gouvernance, avec un certain nombre d'items, pour essayer de comprendre finalement quels sont leurs drivers, pardon pour ce gros mot, et qu'est-ce qui les fait avancer. Alors, la première, c'est le bien-être au travail. Alors, c'est intéressant parce que on le voit beaucoup. Hein. Et on est en post-Covid là, en fait. Hein, donc, du coup, on a eu un peu ce séisme dans l'organisation du travail qui fait que c'est monté le plus haut sur le pilier social et devant tous les autres. Sachant que par ailleurs, l'emploi a été très haut historiquement, le reste encore, assez fort, mais c'est un petit peu tassé dans le temps. Pourquoi? Parce que la situation s'est probablement améliorée de l'emploi, donc un peu moins d'angoisse liée à ça. Maintenant, il est possible que ça remonte. On verra dans les années qui viennent. Donc, bien-être au travail arrive en tête. Deuxième, c'est les pollutions. Donc, c'est le premier sujet environnemental. On pourrait s'attendre au climat, mais non, en fait, c'est les pollutions. La raison étant que on est tous concernés par les pollutions directement, la pollution de l'air, la pollution des eaux, etc. Donc, c'est très, très direct sur soi-même. Donc, c'est une préoccupation. Là, on est à 76%. Hein. Donc, là, ce que j'évoquais, c'est vraiment le très, très haut. Après, on a les droits humains, changement climatique qui arrive, l'emploi, comme j'évoquais, le développement économique local. Donc, il y a vraiment aussi cette idée du local, du territoire, qui est très haute. Après, on a… parle aux agents, en plus. Oui, bien sûr, c'est une question absolument clé, hein, dans l'ancrage local. Donc, on voit qu'il y a une demande là-dedans. Égalité femmes-hommes, agroécologie, gestion responsable des ressources, etc. etc. Sachant que les questions de gouvernance pure sur la lutte contre la corruption, la rémunération des dirigeants, etc., sont des choses qui sont moins plébiscitées. Ça reste quand même assez élevé, hein, mais c'est moins plébiscité que les autres. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que les Français, finalement, ils sont intéressés, les épargnants, hein, parce que au sein de ça, on sait qu'il y a sur l'échantillon, 85% sont des épargnants, et une partie d'entre eux ont des produits qui sont un peu éligibles à l'investissement responsable, notamment dans les offres d'assurance vie, etc. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a une diversité d'approches. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément encore les diversités de fonds thématiques qui répondent à ces enjeux-là pour les proposer aux épargnants. On voit bien que certains fonds thématiques qui sont développés par des sociétés de gestion fonctionnent très bien. Ils décollent très vite sur la thématique de l'eau, sur les thématiques de santé, sur les thématiques de solidarité intergénérationnelle. Ça, c'est les fonds, quand ils sont présentés, ils fonctionnent très, très bien. Mais ça, malheureusement, on est plutôt sur des fonds assez généralistes, plutôt diversifiés, ce qu'on peut comprendre en matière d'épargne. Mais ceux-là sont un peu moins lisibles sur ces sujets-là en particulier, même si parfois tout ça s'est croisé finalement et c'est évalué dans les fonds responsables de ces différents sujets. Alors, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais on va le voir un peu plus clairement là, notamment au point de vue de la réglementation et des labels.
Alors, la loi industrie verte a un peu cadré les choses, entre guillemets. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces fameux labels et comment ils sont donnés et la revue qui a été faite il y a quelques mois maintenant? Sur le label ISR en particulier. Exactement. Alors, le processus important, c'est il faut un signe de qualité. Il faut que les gens arrivent à s'y retrouver. On est sur des problématiques qui sont très complexes. Et l'avantage des labels, c'est que finalement, ils empêchent un peu d'ouvrir le capot, de se dire qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière. Si on a un tiers de confiance, quelqu'un qui nous dit bah, c'est très bien, on a évalué, on a regardé, ça répond à des bons critères, allez-y, c'est parfait. Parce que ça évite d'aller ouvrir effectivement le capot, la complexité des cahiers des charges qu'il peut y avoir. Donc cette nécessité, les pouvoirs publics s'en sont rendus compte au début des années 2010. Ils ont donc décidé de lancer un label public. Et dans le cadre des travaux qui ont été menés, finalement, ils ont suivi deux pistes différentes. Le label global, un peu ISR, qui est vraiment le label un peu dominant de la finance durable en France. Et ils se sont dit, par ailleurs, si on veut avoir un impact sur les questions de transition climatique, de transition énergétique, on va en créer un second. Et donc, aujourd'hui, il y a deux labels publics, qui sont le label ISR, qui effectivement compte 939 fonds, je crois, là, en ce moment. Après la revue. Après la parce revue. qu'avant, il y en avait combien? Il y en avait presque 1400. Ouais, donc, il y a quand même une bonne partie, finalement, qui sont délabellisés. Mais donc, du coup, qui est vraiment assez dominant, sachant qu'il y en a une centaine, par contre, sur le label Greenfield. Le label Greenfield étant un label de finance verte, là, du coup, qui répond aux enjeux environnementaux. C'est vraiment la question. Donc, ça, c'est les deux labels publics qui sont importants. On pourra peut-être revenir sur l'évolution du cahier des charges, du label ISR qui vient d'avoir lieu. Il y a aussi un autre label qui est un label privé, celui-là, qui est celui de l'association FAIR Finansol, et qui est le label Finansol sur la finance solidaire. Et là, c'est pareil, il y a quelques centaines de fonds, si je ne dis pas de bêtises, presque 200 fonds qui sont labellisés et qui peuvent être proposés avec ce label. Ouais, mais je crois qu'on va les détailler un petit peu après, donc si vous voulez, hop, voilà. Je pense que c'était même la slide peut-être d'avant. Voilà, voilà, là, il y a quelques chiffres, ouais, effectivement. Il y a quelques chiffres. Voilà. Donc, on voit que Greenfield et ISR ont été lancés quasiment en même temps, hein, 2015-2016, c'est une question de maturité, etc. Et donc, on voit quand même que les scores sont assez différents et les encours qu'il y a derrière sont naturellement assez différents. Hein. Il y a des volumes beaucoup plus importants derrière le label ISR. Et donc, le label Finansol, le premier, en fait, historique. Il y a eu un label qui a été porté par Novetic en France avant, mais finalement, les labels publics Greenfield et ISR sont venus à celui-là. Donc, des volumes qui sont assez importants. Alors, ce qui est très intéressant avec le label ISR et ce qui s'est passé récemment, c'est qu'il y avait une perte de confiance progressive sur le label ISR qui n'avait pas évolué depuis le lancement du premier cahier des charges. En fait, vraiment à la marge. Alors, ils avaient intégré les fonds immobiliers, ce qui était très intéressant, mais finalement, ils n'avaient pas beaucoup cranté. Le marché ayant beaucoup évolué et les attentes des épargnants ayant beaucoup évolué, il était absolument indispensable de faire une revue. Cette revue a eu lieu. Elle est assez satisfaisante. Ça a cranté à la fois dans un certain nombre de sujets, en promouvant des exclusions sectorielles. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, qu'on ne peut pas inclure dans les fonds responsables. On demande un taux de sélectivité dans les choix des entreprises dans le portefeuille plus importantes. On pousse aussi de manière obligatoire à avoir de l'engagement actionnarial, c'est-à-dire que l'investisseur dialogue avec les entreprises de son portefeuille pour améliorer les pratiques. Donc, on a cranté dans ce domaine-là. Ça, c'était aussi très intéressant. Et bon, ce qui a été très visible dans cette refonte, c'est surtout que le gouvernement a décidé finalement de sortir les énergies fossiles, ou en tout cas ceux qui continuent à promouvoir les énergies fossiles. Ce qui est un sujet de clarification très important, parce qu'il faut se rendre compte qu'un épargnant qui investit dans le monde de demain, comme tu évoquais tout à l'heure, durable, il ne comprend pas pourquoi il y a du Total Énergie dans son portefeuille. C'est logique. Alors, on sait que Total Énergie participe de la transition, c'est essentiel qu'ils fassent cette transition. Ils aillent plus vers les énergies renouvelables, là, ils sont déjà présents, qu'en fait, tous leurs investissements, leurs CAPEX basculent dans ce nouveau monde. Mais à ce stade, si on dit aux gens, vous investissez responsable et qu'on voit en portefeuille du Total Énergie, on ne comprend pas. Donc, on se dit, ce label, grosso modo, il n'est pas crédible. Donc, c'était important de permettre effectivement d'exclure ceux qui, en tout cas, continuent à faire de la prospection pétrolière. Parce qu'il n'y a pas une exclusion systématique du secteur. C'est si vous continuez à développer, effectivement, du pétrole, du gaz, dans ce cas-là, vous n'êtes plus éligible au fonds ISR. Et l'autre atout aussi de ces labels, notamment ISR et Greenfield, c'est qu'ils sont audités. Donc, vous avez un tiers indépendant qui lui-même, ce qu'on appelle cofraqué, c'est-à-dire qui est lui-même aussi habilité à faire ce travail, qui va auditer le fonds et vérifier que tout ce que déclare le gérant actif, tout son cahier des charges est bien respecté. Et s'il n'est pas respecté, le cas échéant, il peut y avoir des raisons pour lesquelles ce n'est pas fait à la marge. Quoi, comment et comment est-ce qu'on revient dans les clous.
Donc, c'est ça la promesse des labels aujourd'hui, c'est de vous dire vous avez des cahiers des charges qui sont solides et c'est audité par un tiers indépendant qui permet de dire que, et c'est eux qui attribuent définitivement le label, que c'est crédible. En voyant ça, ça me fait penser, les maisons de gestion, on dit un peu, comment dire, revoir les profils qui travaillaient chez eux. Avant, c'était des boursicoteurs un petit peu de rendement. Aujourd'hui, avec ces nouveaux labels, cette volonté d'aller vers du responsable et autres, est-ce que les profils ont un peu changé ou pas du tout Ah oui, complètement. Oui, complètement. Je crois qu'il y a des équipes entières, notamment chez les analystes. C'est plus difficile dans la gestion pure, parce que le gérant, lui, il aime bien avoir son territoire le plus large possible, etc. Mais dans l'analyse, et puis ça se fusionne de plus en plus, les équipes travaillent entre elles, s'interpénètrent, on va dire. Et donc, en analyse, oui, il y a des équipes qui sont constituées, qui sont spécialisées. Et en plus, on peut faire appel à des prestataires extérieurs qui vont effectivement offrir de la notation, de l'expertise. Et puis nous, on est aussi, en tant qu'association, un lieu où les investisseurs, ces équipes-là, dialoguent entre elles sur les méthodologies. C'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui, les rendements sont bien associés. C'est l'association des deux, je pense. Et la réglementation, bien sûr, qui pousse effectivement au déploiement de l'investissement. Parce que du coup, il y a une obligation de présenter, dans le cadre de l'assurance vie en unité de compte, des fonds responsables depuis la loi Pacte. Donc, il faut, et des fonds labellisés, du coup, qui s'appuient sur ces 3 labels. Dans un premier temps, il fallait présenter soit un label ISR, soit un label ISR, soit un label Finansol, et désormais, il faut présenter les 3. Il faut qu'on puisse piocher au moins dans cette famille de fonds. Je crois aussi que dans l'évolution des profils, il faut avoir présent à l'esprit que sur cette dernière décennie, nombre d'universités et d'écoles de commerce ont créé des filières spécifiques de formation en finance durable ou en responsabilité sociale, en RSE, responsabilité sociale des entreprises. Donc, il y a chaque année des centaines, des milliers de jeunes diplômés qui arrivent sur le marché et qui travaillent comme analystes, ce qui n'existait pas du tout il y a 15 ou 20 ans. Donc, on voit une transformation de l'activité. Et les problématiques de développement durable, là où il y avait des formations de développement durable, maintenant, ils ont des modules sur la finance pour voir comment est-ce que, si, le cas échéant, ils peuvent travailler dans le secteur financier. Et inversement, les formations en finance ont intégré des modules d'investissement socialement responsable. Et tu évoquais, il y a Kedge, par exemple, la première école au monde, qui est française, Cocorico, a créé un master spécialisé sur la finance durable. Il y a maintenant, c'est une dizaine d'années, je dirais. Et maintenant, on trouve des modules partout, y compris dans le corpus fondamental à HEC, en finance. Vous allez aborder la question d'investissement responsable. Ils ont quand même mis du temps, parce que quand je vois les dates là, 97, et on me dit qu'il y a 10 ans, ouais, ça a mis quand même un petit peu de temps à se mettre en place, mais c'est bien qu'ils le fassent. Alors, j'ai une question, parce qu'on va parler ESG après un peu plus largement, et on me dit, ESG n'est pas un label, est-ce qu'une gestion pilotée ESG doit avoir 100% de fonds labellisés, pardon? Pas du tout. L'ESG, c'est une intention, mais c'est évidemment pas un label. On peut se déclarer gestion pilotée ESG, avoir l'essentiel des fonds article 8, donc 7, 8, je ne sais plus, ouais, voilà, article 8, et non pas 9, et non pas 6, et ne pas être du tout labellisé ISR ni Greenfin. Je dirais même qu'il peut y avoir des compagnies qui promeuvent un label interne. Voilà, c'est leur problème, mais la question de la crédibilité se pose. Alors, on va parler un peu de l'attrait des Français. On a mis quelques études ici et quelques chiffres. Donc, ce dont vous nous parliez tout à l'heure un peu Grégoire. Est-ce que vous voulez commenter ces chiffres et nous dire aujourd'hui quelles actions vous voyez pour faire un peu décoller les chiffres dont vous nous avez parlé tout à l'heure? Parce que les Français n'en ont pas du tout. En fait, quand on leur parle des valeurs, oui, ça fait sens, mais sur le coup, quand ils prennent leur contrat et qu'ils sont avec l'intermédiaire, ce n'est pas leur premier réflexe. Et j'ai envie de dire, quand je parle avec les agents, souvent ils me disent, tu sais Aurélie, quand ils viennent chez nous, ils veulent du rendement. Enfin, voilà, c'est la première, et c'est logique. Enfin, moi, j'ai un contrat d'épargne, en effet, la première chose que je demande à mon intermédiaire, c'est qu'il me rapporte. Ouais. Bon, on reviendra sur la question du rendement et de la performance, parce que c'est une question juste après, qui est effectivement très importante. Alors, juste peut-être pour commander les quelques chiffres qui sont là, j'ai un peu évoqué tout à l'heure le chiffre autour de 20%
sur la notoriété de la finance responsable, avec là un chiffre qui est cité aussi, qui est 32% chez les plus jeunes. Ouais, donc ça, c'est quand même intéressant dans le cadre de notre sondage. On voit très bien que sur les plus jeunes générations, il y a des appétences encore plus fortes, des notoriétés plus fortes. Donc ça, c'est quand même un bon signal, d'autant que ce sont les épargnants de demain, à défaut d'être déjà épargnants aujourd'hui quand ils ont 18, 24 ans, mais ça arrive parfois assez vite. Après, donc, là, il y a ce chiffre de 51% que j'évoquais tout à l'heure aussi sur le fait qu'ils considèrent que c'est important ou très important d'intégrer ces dimensions dans l'investissement. Donc ça, c'est le fondement de l'appétence. Et ce qui est très intéressant quand même, et ça, c'est ce qu'on étudie depuis longtemps, et c'est même en train de remonter en ce moment, c'est la confiance, qui est la personne, en fait, à qui avoir confiance pour faire ces investissements et ces investissements responsables. Et là, à 68%, on voit que c'est le conseiller financier. Et devant toutes les autres possibilités, hein, famille, réseaux sociaux, presse écrite, gouvernement, etc. La personne à qui on fait confiance pour ces investissements, c'est clairement l'intermédiaire financier. Ça a nécessité de se renforcer. Hein. Alors, il y a eu une petite descente, je pense que c'était peut-être un effet post-crise de 2008 où il y a une forme de défiance un peu sur la finance en général, etc. Mais là, il faut quand même savoir que la personne en qui on a confiance, c'est clairement l'agent. Et oui, c'est l'agent général. Parce que le conseiller financier, c'est un spectre large. L'agent général, il est là, il est permanent, il est là pour longtemps, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, parfois 40 à accompagner ses clients. Donc, il y a une vraie relation personnelle et c'est la personne de confiance. L'agent général, certainement beaucoup plus, évidemment plus que le conseiller bancaire. Oui, parce que même en termes d'expertise, ils savent très bien que… Et puis l'indépendance de l'agent général, alors que le conseiller bancaire, il est sous la pression de la prescription de son établissement bancaire et finalement, vous voulez faire un investissement en ISR et puis vous allez peut-être ressortir avec un PEL parce que le plan de vente du mois, c'est le PEL. L'agent général sera libre de son… Du caustique. Non, je ne suis pas caustique. Non, c'est une expérience que tout le monde a fait. Oui, c'est ça. Les objectifs du banquier ne sont pas forcément celui du client. Absolument. On est d'accord. Alors, on a mis d'autres études aussi après. Là aussi, donc 80% des investissements institutionnels considèrent la durabilité comme un moyen de continuer à saisir des opportunités de croissance. Et 79% des investisseurs institutionnels jugent l'offre d'investissement durable comme un élément de différenciation pour conquérir ou fidéliser de nouveaux clients. Donc ça, c'est bien, il y a une vraie prise en compte, entre guillemets, prise de conscience de cela. Oui, alors le marché, en fait, là, on parle vraiment de l'investisseur institutionnel. Aujourd'hui, l'ISR, l'investissement responsable, c'est 70% des investisseurs institutionnels qui font ce marché-là. Et c'est pour ça qu'il y a un enjeu clé aujourd'hui, justement, de passer à l'épargnant. Et nous, c'est une de nos nouvelles frontières. Et c'est pour ça qu'on avait créé la semaine de la finance responsable pour justement que les réseaux de distribution fassent la promotion de ce qu'ils ont en magasin, on va dire. Et donc, on a une série d'événements qui a lieu tous les ans à l'automne pour convaincre l'épargnant individuel. C'est intéressant de voir que désormais, ils ont été un peu poussés par la réglementation aussi, hein, les investisseurs institutionnels. Aujourd'hui, c'est vraiment le mainstream. C'est très important pour eux, devenu central pour plein de raisons. Effectivement, des raisons réglementaires qui les poussent à adopter, à regarder, à se poser des questions. Et une fois qu'ils sont rentrés dans ce processus-là, finalement, d'adhérer au principe de l'investissement responsable, de la durabilité dans les investissements. Et donc, c'est pour ça que c'est assez massif en termes de pourcentage. Alors là aussi, une autre étude qui compare les performances. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Est-ce que Grégoire, vous voulez nous en parler un peu plus sur l'histoire de la résilience des fonds, notamment Alors, effectivement, la résilience, elle a été constatée pendant le Covid. Effectivement, on a vu que… Alors, en phase baissière, les fonds ISR, historiquement, ils ont toujours montré qu'ils résistaient mieux. Donc ça, c'est toujours assez intéressant. Nous, on a beaucoup de débats, notamment dans notre commission recherche, quand on va récompenser les papiers académiques, internationaux, etc., sur quel type de thème on récompense. Et maintenant, les membres du jury, que ce soit les professionnels, donc les gérants d'actifs, c'est essentiellement des gérants d'actifs ou des investisseurs institutionnels, ou les académiques, en ont ras-le-bol. Donc la question de performance financière, c'est loin derrière, parce qu'il y a eu tellement de papiers, tellement de production là-dessus dans le temps,
qui ont montré qu'on n'avait pas de perte de performance financière, ils n'ont plus envie de les récompenser. Il y a une étude particulièrement importante en volume qui a été menée il y a quelques années par l'université de Hambourg, notamment par un professeur qui s'appelle Alexander Bassen et Timo Busch, qui sont deux chercheurs assez réputés. Et ils ont fait ce qu'on appelle une méta-analyse de 2000 études sur la performance en fonction des classes d'actifs, des géographies, des temporalités, etc. Et ils sont arrivés à la conclusion pour tous les autres, c'est qu'il n'y a pas de perte de performance. Alors, c'est une chose qu'on a même observée au sein du firme. Il y a quelques années, on avait un stagiaire, c'était au moment du Covid, à Polytechnique. Et en fait, à cause du Covid, il y en a qui ont perdu des stages parce qu'ils ne pouvaient plus se rendre sur place, etc. Donc, nous, on a un prof de Polytechnique qui nous a dit, moi, j'ai un super étudiant, est-ce que tu ne veux pas le prendre en stage? Faisons-le. Et donc, on lui a dit, est-ce que tu peux regarder finalement dans les chiffres sur les labels ISR? Donc là, à l'époque, il n'y avait que 450 fonds qui étaient labellisés. Est-ce que tu peux nous faire, par exemple, plein d'études sur est-ce qu'il y a plus de femmes gérantes, plus d'hommes gérants, etc. etc. Alors, on lui a posé plein de questions. Et sur la question de la performance, il n'avait pas la capacité de nous donner de chiffres de pourcentage de surperformance. Et par rapport au fonds sur un spectre européen, mondial, sur des temporalités courtes et temporalités plus longues, il y avait plus de fonds labellisés ISR qui surperformaient leur pair que l'inverse. Donc ça veut dire que le centre de gravité était plutôt vers plus de performance que les performances moyennes de marché. Et bien sûr, c'est en comparant des fonds monétaires, des fonds Action Europe avec des fonds Action Europe, etc. Donc, grosso modo, ce débat de la performance, il est un peu derrière nous. Malheureusement, on a toujours cette perception que comme il y a un supplément d'armes, on va regarder l'environnement, qu'on va regarder le social, il y aura une contrepartie en sous-performance. Mais ce n'est pas vrai. En fait, ce supplément d'armes, il participe de la performance du fonds. Parce que les entreprises qui sont bien gérées, en fait, qui ont capté ces enjeux de contraintes réglementaires à venir, les enjeux des attentes de la société, etc., qui traitent bien leurs salariés, c'est une question intéressante, en fait, elles surperforment. Là encore, dans le cadre de notre commission recherche, on a récompensé en 2011 un chercheur britannique qui s'appelle Alex Edmans, qui avait fait une étude très intéressante. Alors là, c'était aux États-Unis, sur une période très longue. Il avait fait la démonstration que les entreprises dans lesquelles il fait bon travailler, typiquement les classements de fortune, etc., elles surperformaient systématiquement leur pair, quel que soit le secteur d'activité. Alors, ce n'est pas complètement contre-intuitif. On se dit, oui, c'est logique, finalement, l'entreprise me fait bon travail, son performance. Et c'est quand même bien que ce soit démontré. En fait, l'extra-financier, donc de regarder ces questions-là, ça participe de la performance financière de l'entreprise aussi. Donc c'est pour ça que ce débat, il nous agace un peu sur la question de la performance, parce qu'on pense qu'il est derrière nous, même si pour l'instant, tout le monde n'est pas encore convaincu que c'est le cas. Et la période récente, là, typiquement avec la guerre en Ukraine, le pétrole qui flambe pour des raisons un peu conjoncturelles, bon, malheureusement, ça vient un peu percuter les discours dans la durabilité. Mais il y a d'autres études qui montrent que sur des temps longs, y compris quand on exclut les valeurs du fossile, qu'on a dit surperformantes ces dernières années, montrent qu'il n'y a pas de surperformance par les fonds qui incluent le fossile. Donc, la durabilité, elle n'altère pas la performance. On ne peut pas dire encore qu'elle fait une démonstration de surperformance, mais elle n'altère pas au moins, ça c'est très clairement démontré, qu'elle n'altère pas la performance globale du fonds. Alors, moi, je suis, par rapport à vous, très peu sachante, mais les niveaux de risque sur ces fonds-là, on est, c'est comme, entre guillemets, toute la palette du C, ça va de 0 à, je sais plus combien ça va, 7. Ça ne va pas de 0, parce que 0, c'est le fonds euro. Oui. Mais on a des fonds qui sont en série 4, 5, 6, voire 7. On arrive quand même à ça, c'est ça que alors, on pourrait avoir des fonds 7. C'est pas, mais la question, elle n'est vraiment pas dans le niveau de risque. Non, mais ça peut faire peur justement aux épargnants, ce niveau. Ou finalement, parce qu'il y a une chose intéressante aussi, c'est que j'évoquais des fonds thématiques tout à l'heure. Quand on va avoir des fonds thématiques, forcément, on va aller vers plus de risques. On va être sur des univers d'investissement qui sont beaucoup plus restreints. Oui, donc, si on dit vous êtes dans les énergies renouvelables, on peut être sujet à des retournements éventuellement de marché, mais aussi dans l'opportunité. En revanche, c'est une conversation très intéressante à avoir entre l'épargnant et son intermédiaire sur, finalement, oui, il y a plus de risques, mais il y a plus d'impact. Et donc, est-ce que vous êtes prêt à faire ça, à aller vers ça? Et c'est pour ça qu'on parle souvent que la faible culture financière des Français et des épargnants, mais là, au moins, c'est une conversation intéressante autour de cette notion de risque, avec la contrepartie qui serait d'avoir plus d'impact. Alors, Grégoire nous fait une explication de puriste. En fait, l'agent général et le client vont avoir un regard différent qui va
vraiment centré sur la question du risque. Et c'est là que la gestion pilotée est importante. Parce que la gestion pilotée va intégrer naturellement la diversification. On va sortir du biais sectoriel qui peut créer une surperformance ou au contraire une sous-performance. Donc là, c'est très certainement que le chemin, c'est une gestion pilotée largement labellisée ISR et Greenfield. Voilà. C'est comme ça que les choses devraient se construire, vont se construire progressivement dans les compagnies. Et François, alors, vous qui les utilisez, enfin, qui les connaissez, qui les utilisez aujourd'hui, alors, je ne vais pas vous demander votre chiffre d'affaires, mais ça représente combien de pourcentage de votre portefeuille aujourd'hui en épargne? Alors, vous sauriez nous le dire ou... Alors, oui, alors c'est... non, mais l'épargne, c'est d'une part le fonds euro et le fonds euro croissance. Ouais. Voilà. Et ça, c'est... Allez, dans mon portefeuille, c'est précisément 60-62% de fonds euros et fonds euro croissance. Les 38% restants sont des OPCVM. Les OPCVM couvrent, je suis en général depuis 30 ans, donc couvrent une période de temps très longue. Et il y a évidemment des OPCVM qui datent de l'ère préhistorique de l'ESG, et de l'ISR. Mais sur ces 5 dernières années, c'est sur les, sur ces 5 dernières années, la construction de l'offre faite par la compagnie et en tout cas par AJP, l'association d'épargnants, très majoritairement ISR, c'est le cheval de Troie ou la figure de proue de l'épargne. Aujourd'hui, la quasi-totalité de mes confrères vendent non-nolens ou de l'épargne ISR à travers la gestion pilotée, sans pour autant en avoir parfois les connaissances, mais ils sont embarqués dans un truc là. Du coup, dernière petite étude aussi donc de l'Institut Investissement Durable de Morgan Stanley. Donc, entre décembre 2018 et juin 2024, une progression de 35% pour les fonds verts et 29% donc, pour les fonds traditionnels. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure un petit peu, mais en tous les cas, voilà, il y a une vraie progression. Et sur la même période, du coup, les fonds verts ont surperformé par rapport aux fonds traditionnels. Donc, c'est plutôt de bon augure, j'ai envie de dire. Oui, et là, je pense que quand on dit fonds vert, on pense fonds responsable au sens large. Ce n'est pas uniquement des fonds green. D'accord. C'est plutôt cohérent avec tout ce qu'on vient de dire. Alors, on va passer aux questions. À moins que vous vouliez rajouter d'autres éléments plus précis, peut-être sur la réglementation qu'on a abordée, peut-être. On l'a fait, mais... On n'a pas beaucoup abordé ce qui se passe au niveau européen, parce qu'il y a comme une grosse dynamique de classification des fonds, donc avec les classifications article 6, article 8, article 9. Ouais. Alors, il y a un truc qui est mystérieux, c'est pourquoi il n'y a pas l'article 7. Personne ne sait pourquoi pas. Mais alors, donc, article 6, ça veut dire qu'on ne prend pas de dimension de durabilité. Article 8, c'est, alors, je vais utiliser le terme de green un peu, c'est green light, et puis dark green pour les articles 9. En fait, dans les articles 8, on intègre les dimensions de durabilité et on peut communiquer dessus aussi, hein, c'est ça qui est important. Donc, pour les distributeurs de produits. Et dans les articles 9, là où on est les plus exigeants, on peut vraiment considérer qu'il y a une volonté de durabilité et d'impact. Alors, ce n'est pas tout à fait la finance impact, l'impact investing, comme on peut en entendre parler, mais l'idée, c'est qu'il y a quand même une intention, il y a vraiment, qui est claire. Et donc, les fonds thématiques, on va dire, vont plutôt rentrer dans cette catégorie-là, finalement, article 9, puisqu'ils vont être très clairs dans leur orientation. Voilà, c'est ça qui est en train de se dessiner, sachant que l'Union européenne, en ce moment, est en révision complète de beaucoup de textes sur les questions de compétitivité, etc. Alors là, il y a d'autres textes qui nous concernent beaucoup. Alors, les acronymes, c'est CSRD, CS3D, taxonomie verte, etc., qui sont en cours d'affinage, on va dire.
On n'est pas sûr que l'atterrissage va être très favorable, malheureusement. Parce que ça, le temps de l'Europe aussi est bon, aussi, il faut l'avoir en tête. Oui, puis les tensions politiques aussi. Ouais, Ouais. en plus, Mais là, ça va malheureusement un peu trop vite et pas forcément toujours dans le bon sens. Mais voilà. Et puis, donc, sur la définition des fonds que j'évoquais tout à l'heure, articles 6, 8 et 9, il y a une refonte qui est attendue et dont on sait maintenant que ce sera au 4e trimestre de cette année. Donc, en fin d'année. On ne connaît pas encore l'ampleur de la révision. Est-ce qu'on va rester sur cette idée d'article 8, article 9, ou est-ce qu'on va simplifier avec plutôt des objectifs de fonds qui seraient, on va dire, généralistes, transition, et puis green ou social. Voilà. Donc c'est là où on attend un peu des précisions. Mais bon, cette tendance-là ne va pas être inversée. Alors, il y a quelque chose qui est très confusant pour les agents généraux, ce sont les labels et les articles 6, 8 et 9. Ouais. La plupart ne voient pas comment ça marche. Donc, il faut premièrement avoir bien en tête qu'un fonds labellisé ISR peut être article 8 ou article 9. Ce n'est pas exclusif. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le label décrit précisément un process d'investissement pour le gérant, alors que la classification catégorise les fonds. Donc, ce qui est très important pour nous, agents généraux, pour nos clients, c'est que nous ayons, enfin, en tout cas, nous, la capacité d'expliquer simplement en 2 ou 3 mots à nos clients le process d'investissement qui sous-tend le label. C'est ça qui va être créateur de confiance. J'allais vous poser la question justement, François, c'est comment on explique cette fameuse finance verte responsable à ses clients? Ouais. C'était quoi l'instit, là, Gérard Klein, l'acteur? Ouais. Bon, ben en fait, c'est ça tous les jours. C'est ça, je fais l'instit tous les jours. Et d'ailleurs, comme la pédagogie, c'est l'art de la répétition, toutes les années, je répète la même chose au même client qui, entre-temps, l'ont oublié. Puis finalement, peut-être qu'au bout de 4-5 ans, ça commence pas à rentrer dans la tête. L'explication, elle est, vous m'excusez, mais elle est basique. Elle est d'abord de dire au client, votre épargne, c'est de l'argent que vous soustrayez à votre consommation pour la confier à un gérant qui va investir à votre place sur les marchés. Jusque-là, l'interlocuteur comprend. Ça lui éclaircit même un peu l'esprit. Et le deuxième temps, c'est de dire au client, si vous ne donnez pas d'indication précise au gérant qui va s'occuper de votre argent, en fait, lui, il va faire une chose très simple, ce que l'oblige à faire le Code monétaire et financier. Il va exercer sa responsabilité fiduciaire, c'est-à-dire faire en sorte que ça vous rapporte, et que ça vous rapporte peut-être le plus possible. Donc, là, à coup sûr, vous allez avoir des actions d'une entreprise qui produit du tabac, une grande entreprise américaine, voilà, qui est soucieuse de la santé humaine, ou d'une grande entreprise chimique qui produit des PFAS et puis des pesticides tueurs d'abeilles, ou bien d'une grande entreprise qui produit des t-shirts fabriqués par les Ouïghours. Donc, ça, on n'est pas obligé de le faire. On n'est pas obligé de le faire et en fait, on n'est pas obligé de pourrir le monde avec notre argent. Donc, on peut avoir une démarche un peu plus saine. Et si on veut avoir une démarche un peu plus saine, ben, au lieu de confier votre argent à un gérant qui ne va pas appliquer de critères spécifiques, si ce n'est ceux de la rentabilité, vous allez confier votre argent à un gérant qui va appliquer des critères d'investissement socialement responsable. Et voilà la démarche. Donc là, le label ISR est très important. En conservant quand même la critériologie financière. On mixe les deux. Ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est bien sûr le mariage des deux qui fait la durabilité et la performance. Je le répète, mon cher Grégoire, nous sommes les gardiens de la valeur de l'épargne de nos clients. C'est le fondement de notre métier. Mais gardien de la valeur, ça ne veut pas dire avoir une vision unilatérale. Au contraire, c'est une vision ouverte qui permet d'ancrer notre épargne dans la durée parce qu'elle est durable. Alors après, vous allez dire que je suis une femme d'argent, mais du coup, quand vous leur avez sorti, comme vous leur avez expliqué tout ça, quel rendement derrière ils attendent? Ils s'attendent à quelque chose. Enfin, voilà. Alors, quel rendement derrière? Il faut être extrêmement prudent. Il faut être extrêmement prudent parce que nous n'avons aucune. Il est totalement interdit de s'avancer sur un rendement et de certifier à un client qu'on va avoir un rendement. On peut lui montrer les performances passées et puis surtout lui rappeler que le rendement, c'est la part de risque que l'on prend et que son épargne est composée du fonds euro et de la part en OPC.
et que la question du risque, de l'aversion au risque, c'est une question qui n'est pas une question universitaire, c'est pas une question scientifique, c'est une question extrêmement personnelle. On a tous un rapport différent à l'argent et au risque. Donc, en fonction de ça, on fera varier la part du fonds euro et la part des OPC, et on aura un rendement qui, s'il est très très prudent, ben, il y aura très peu d'OPC, ISR, et tendra vers entre 2,50 et 3. Et puis, s'il est beaucoup plus offensif, sera aux alentours de 5. On ne prend pas de risque nous-mêmes en disant que le rendement sera autour de 7, parce que si on regarde les chiffres sur 5 ou 10 ans, il est évidemment supérieur. Dernière question, parce qu'on entend beaucoup parler de greenwashing et autres dans la finance verte. Qu'en est-il? C'était une conversation tout à l'heure. Dès qu'on fait quelque chose de durable, forcément, la question du greenwashing vient. Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on est bien dans tout? Est-ce qu'on fait bien les choses ou pas? Alors, ce qui est intéressant avec le greenwashing, c'est vraiment une dimension multiforme. Alors, je pense que d'abord, les labels sont là pour répondre à cette question. On vous dit, il y a une promesse derrière le label, et ça va être respecté. Donc, en fait, on va faire ce qu'on dit qu'on fait, et il faut que la promesse du label en tant que telle soit claire. Après, et là où le label ISR a eu un vrai défi, c'est qu'à un moment, les gens qui étaient labellisés ISR, ils faisaient ce qu'ils disaient dans le cahier des charges. Donc, ils ne faisaient pas de greenwashing au sens strict du terme, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de mensonge. En revanche, si on prenait l'épargnant, lui, sa perception et sa vision des choses étaient en décalage avec ce qu'il y avait dans les fonds. Encore une fois, on va prendre l'exemple de Total Energy. Je veux investir dans le monde de demain et je trouve du Total Energy, je ne comprends pas. Le cahier des charges ne vous interdisait pas d'investir dans Total Energy. Il y a des raisons pour lesquelles on peut le faire, l'engagement actionnarial, dans quelle proportion, il y a plein de choses qui peuvent être discutées, mais néanmoins, c'était considéré comme du greenwashing parce qu'il y avait un décalage cognitif, en fait, entre l'attente de l'épargnant et la réalité du fonds. Après, on a eu cette discussion, mais le greenwashing, pour certains aussi, alors pas trop dans la finance, mais de manière générale, de manière conceptuelle, il y a des gens qui se disent, moi, je vends un produit qui doit devenir vert. C'est l'attente réglementaire, c'est l'attente de mes clients. Donc, qu'est-ce que je fais dans un premier temps? Moi, je dis, j'y vais, je le fais, en fait. Et on n'est pas encore bon. Donc, là, on est en situation de greenwashing, où on déclare là où on a envie d'aller, et en fait, on n'est pas encore prêt. Mais là, du coup, c'est quand même c'est assez positif, c'est une dynamique assez intéressante, parce que finalement, ce concept est une étape, une transition vers autre chose. Alors, je ne dis pas que c'est bien de le faire dans la finance. Je pense que dans la finance, il faut être très rigoureux. Au contraire, il faut vraiment que la promesse soit extrêmement claire et qu'elle soit tenue. On ne rigole pas avec ça. Dans d'autres domaines, c'est intéressant de voir émerger ce greenwashing-là, en fait temporaire, avec l'intention derrière de se transformer. Mais là, c'est plus conceptuel. Mais souvent, les agents généraux se mettent des barrières dans le cerveau à ce propos. Ils repèrent Amazon, ils repèrent Meta, Google dans un fonds en disant finalement la compagnie me propose un fonds dans lequel c'est du greenwashing. Et je pense qu'il faut se mettre un peu à distance de ça parce que d'abord, si le gérant l'a fait, c'est qu'il a observé un process de sélection et des critères, donc il fait son taf. Et nous, agents généraux, c'est pas notre job, on n'a pas les compétences pour en juger, ça c'est la première chose. Le gérant est souverain dans la matière. Puis la deuxième chose, c'est que derrière ces barrières que l'on s'élève tout seul, on se pose juste un truc tout simple, qui est la question du pur et de l'impur. Il y aurait le pur avec qui serait parfaitement vert, socialement absolument nickel, avec une gouvernance irréprochable dans toutes les boîtes du fonds, et puis tout le reste serait impur. Là, on voit qu'on a un monde binaire. En fait, le monde n'est pas comme ça. Le monde est en transition, les gens apprennent, il y a des processus d'évolution, ils passent du noir vers le gris foncé, vers le gris clair, et puis voilà. Donc, il faut que l'on ait un point de vue qui soit plus nuancé sur la question et que l'on fasse confiance aux gérants qui appliquent des processus de sélection rigoureux. On a une dernière question qui m'est posée. Est-ce qu'il y a des coûts supplémentaires sur cette finance verte? On ne pose pas des freins en plus pour le client? Non, alors ça, non. Ce serait dommage. Oui, j'allais dire, ça serait un peu étrange. Mais en revanche, il y a un coût supplémentaire, oui, parfois pour le gérant. Parce que finalement, bien faire ce travail-là, cette analyse, ça a des coûts. Il faut acheter des fournisseurs de données, il faut avoir des équipes dédiées, etc. Maintenant, la plupart qui développent les équipes, ils sont aussi convaincus que ça participe de la performance, que ça correspond aux attentes. C'est pour ça que c'est enclenché. Maintenant, c'est vrai que ça peut être un obstacle, parfois en interne dans certaines maisons, les petites souvent,
les petites sociétés de gestion, elles disent, bah ouais, s'il faut que je recrute 2 personnes pour faire l'analyse, pour gérer les fonds, etc., c'est problématique. Donc, ce qu'elles font tout à l'heure sur les profils. Oui, mais dans un premier temps, ce qu'elles font, c'est que pour l'instant, elles achètent de la donnée à l'extérieur pour les aider à construire, les gérants à construire. Et c'est une excellente question. Parce que j'observe qu'un certain nombre d'agents généraux demandent des ETF dans les contrats d'assurance vie et militent aussi pour des fonds indiciels. Parce que les coûts internes aux OPC sont beaucoup plus faibles et donc on peut délivrer un rendement plus important pour le client, paraît-il. Mais dans un ETF labellisé ISR, un fonds indiciel labellisé ISR, Grégoire, sauf que tu me contredises, moi je ne connais pas. Ce n'est pas la démarche. La question de l'engagement. Il y en a eu, mais dans le nouveau référentiel. Alors, pour l'instant, il n'y en a pas, normalement, parce que je n'ai pas fait l'exégèse des fonds, mais la logique veut qu'à partir du moment où on fait de l'engagement actionnarial, il vise quand même dans un processus, ultimement, si on n'obtient pas ce qu'on veut, après un certain nombre d'années, après une procédure d'escalade, de dire je me retire de l'entreprise parce que finalement, elle ne sait pas écouter son investisseur. Donc ça, normalement, l'ETF ne permet pas. Maintenant, on voit des… L'indiciel non plus. Voilà. Et donc, on commence à parler de ETF actifs. J'aimerais bien comprendre un peu quelle forme ils prennent et jusqu'où ils peuvent aller. Parce que du coup, si on a des ETF actifs, peut-être que ça devient finalement de la finance active et c'est intéressant. Ça discute. Écoutez, je n'ai pas d'autres questions, messieurs. Donc, déjà, je vous remercie de vos interventions et de votre présence à mes côtés aujourd'hui. C'était très intéressant. Et puis, je dis à tous les agents qui nous regardent de se pencher davantage sur les choses et de regarder un peu plus ce qu'ils ont peut-être à disposition. Et en tous les cas, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter s'ils veulent avoir plus de détails sur tout cela. Merci à toutes et à tous et puis à très bientôt pour un nouveau webinaire.